Hi, and welcome to the fourth episode of the Design Inspiration podcast. If you don't know me, my name is Solène Leroux, and I'm a knitwear designer from Paris. My goal is to inspire you in your creations, to help you progress in your craft so you can create beautiful knits that you will love making and wearing. So I have a very special episode for you today because it includes an exclusive interview with two amazing women who run a small natural yarn company based in Brittany. It's called Boucle Laine. And so they reached out to me a few months ago to see if I was interested in doing a collaboration with them. And I was really happy to hear from them because I'm very interested in working with natural yarns, sustainable yarns, and to get to know the process of how these types of yarns are made, and also, um, well, Brittany is my hometown. I have my whole family from there, so it was a really special collaboration for me. And so I created a cardigan that is called Bucolique. It's a cabled cardigan with so it has a very clean, simple shape. I wanted it to be endlessly wearable, to be that perfect fall cardigan that I could wear over and over everywhere. And I used so one of their yarn that is called Wesson. So it's yarn that comes from sheep that lives in the Isle of Wesson in Brittany. And um, and so I called this cardigan bucolique because to me, I want it has like it represents the simple pleasure of being in nature. Whenever I go out in nature and I stumble upon a beautiful place with flowers and the small ray of sunshine coming through the leaves. So that's whenever I'm in a paradise place like that in nature, my first word is bucolique. I'm like, oh, that is so bucolic here, and so it's a word that I really love using. I probably use it too much, but so that was the feeling that I wanted to give you with that cardigan. So I met with so Clotilde and Brigitte, who are the two founders of Boucle Laine, and they agreed to answer a few questions for you in this podcast. And so I had to ask them a few questions about their story and their process, how their yarn is created. So I hope that you will enjoy this small interview. Pour nous présenter, on va commencer par maman, c'est Brigitte. Et moi, je suis Clotilde. On a eu cette passion du tricot qui est venue de mère en fille parce que la maman de maman tricotait. Elle nous a appris à moi et ma sœur et on constatait que en France, la laine n'est pas assez valorisée. C'est un déchet, un sous-produit de la viande qui est considéré principalement comme un déchet en France. Et c'est très dommage. Plus notre désir de tricoter avec de la laine naturelle locale inassouvie. Donc on a trouvé la solution de la produire nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe, toutes les étapes de production de la laine jusqu'à arriver au fil? Ben, déjà, il y a un travail en amont assez important, primordial que maman fait, c'est l'approvisionnement en toison. Du coup, d'ailleurs, en ce moment, on est en train de travailler sur les toisons de l'île d'Ouessant, qui correspond bien au thème de l'interview aujourd'hui. Ce matin, on y était et du coup, je t'ai pris des petits échantillons pour montrer les diverses fibres. Du coup, on a des grands sacs remplis de toisons et il y a des parties qui sont avec des fibres grossières qu'on enlève, particulièrement les gigots. Et après, on va garder des fibres qui vont avoir un bel aspect, qui sont parallèles, qui ont
comment ça s'appelle ça, le crimp, la vibration comme ça dans la fibre qui va parfois indiquer qu'elle est douce et bien poussée. On a plusieurs catégories. Alors ça, j'ai un exemple de ce qu'on garde pas, par exemple. C'est le gigot. Donc on voit bien la différence. On a des fibres assez sales, grossières. Et ça, on enlève parce qu'on veut pouvoir dire que notre laine, elle peut se porter comme ça facilement, bras nus. Et après, sur Ouessant, on a aussi des fibres grosses comme ma tête. Donc voilà, la première étape la plus importante, c'est trouver les toisons et sélectionner les belles fibres. Une fois qu'on a ces belles fibres, on les envoie en Haute-Loire chez le laveur qui va les passer dans plusieurs bains d'eau de plus en plus propres et clairs et qui nous sort des toisons, des fibres propres. De là, la laine est acheminée jusque dans la Creuse à Felletin et le filateur on va lui demander, il fait le fil et après on lui demande sur par exemple 50 kilos, on lui envoie des petits échantillons de coloris et il va contre-typer ces coloris sur les écheveaux qu'il nous a filés dans la grosseur demandée. Voilà. D'accord. Ensuite, il nous envoie ça, puis on s'occupe du conditionnement, on reçoit en écheveau ou en cône le fil. Et après, il y a toutes les étapes de conditionnement, de prise en photo, de commercialisation et de faire des marchés et tout. Et donc, comment vous les sélectionnez, les éleveurs, comment vous les trouvez déjà pour aller récolter la laine, comme vous partez à leur rencontre? Et voilà, comment ça se passe un peu? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il va y avoir soit un travail avec les tondeurs. Il y a des tondeurs qui se mobilisent pour que les éleveurs ne jettent pas leur laine au fond de leur champ, ce qui est encore la majorité des éleveurs de ce qu'ils font. Et donc, avec ces tondeurs-là, on a accès à des élevages. Alors, soit après, entre éleveurs, ils se donnent le mot, de bouche à oreille. Ils disent, moi, il y a des personnes qui sont venues acheter ma laine, mes toisons. Donc, est-ce que tu peux, si ça t'intéresse, en fait, tu peux les appeler. Des fois, on nous appelle directement, du coup, maintenant. Et il y a aussi une troisième façon, c'est avec le réseau laine qui est en train de se monter là dans le département. On a d'autres amis artisans qui vont aller aussi dans les élevages, qui ne cherchent pas les mêmes fibres. On a par exemple Marion qui cherche des fibres pour faire du matelas. Et donc chacune, en fonction de, quand on va dans un élevage, si on trouve des fibres qui correspondent à l'autre personne, on va la prévenir. Comme ça, on a gagné plusieurs élevages grâce à ça. Et du coup, les éleveurs, c'est plus des gros éleveurs, petits éleveurs, vous avez un petit peu de tout. L'élevage le plus gros où on est allé, il a 110 brebis. D'accord. Petits élevages, on va dire. Il nous faut plusieurs éleveurs là pour pouvoir faire un gros lot de laine. On rappelle qu'avec 100 kilos de toison, en gros, on récupère 50 kilos de fil. D'accord. Les toisons sont très grasses. Et du coup, les éleveurs chez qui on va directement, ils sont vraiment très contents. Ils sont contents de valoriser leur laine, d'arrêter de l'acheter en fait. Parce que souvent, ce sont des éleveurs bio en plus, là, les derniers qu'on a rencontrés. Ils ne comprennent pas trop de jeter leur laine. Donc, ils sont très contents de ne pas acheter leur laine. La tonte est obligatoire chaque année pour l'hygiène et la santé du mouton. Donc, auparavant, les tondeurs payaient pour venir tondre et récupérer la toison, elle était valorisée. Aujourd'hui, c'est l'éleveur qui va payer le tondeur pour venir soigner ses brebis. Ouais. Et la toison est plutôt un déchet, donc c'est une sacrée perte pour les éleveurs, c'est pas forcément bon, ça leur apporte, ça les défraye et ça leur apporte un revenu qu'on vienne acheter les toisons chez eux lors de la tonte. Et puis c'est un moment convivial, on est 10, il y a des gens qui s'occupent. Trop bien. Ouais, c'est hyper chouette. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. C'est une cadence infernale, mais c'est super chouette. Ouais. Non, l'autre meilleur moment, c'est quand je choisis les teintes Ah oui, les gammes de couleurs. Les gammes de couleurs. Et comment vous les choisissez, ces gammes?
travaille surtout avec des morceaux de fil de broderie parce que ma grand-mère maternelle faisait beaucoup de broderie, donc on a plein d'échantillons de couleurs. Et on sélectionne là-dedans les jolis coloris, puis après on en discute, qu'est-ce qui marcherait le mieux, et puis on arrive à faire quelque chose de plutôt équilibré. Et du coup, moi, en tricotant votre laine Ouessant, j'ai trouvé que c'était une laine bien rustique, sèche, mais en même temps, elle gratte pas. Enfin, elle est très très légère à porter. Et du coup, est-ce que ça vient de la qualité de la laine elle-même, de la manière dont vous la fabriquez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu sur la laine des moutons d'Ouessant? Alors, ouais, les moutons Alors, on essaye de ne pas faire l'amalgame avec moutons. Quand on dit mouton d'Ouessant, ça désigne la race des petits moutons là, qui font 30 cm. Il y en a plus sur l'île d'Ouessant, peut-être qu'il en reste quelques-uns. Depuis 50 ans, ils ont été croisés avec des grands moutons, Texel et Suffolk. Ouais. Donc, c'est des moutons à viande avec des bonnes particularités de fibres. Donc, à l'origine, le mouton d'Ouessant, la race, était une race qui n'avait pas de poils de jarre. Les poils de jarre, c'est des petits poils très courts qui sont à la base de la toison et qui piquent comme de la barbe. Donc, c'est quelque chose qu'on fuit comme la peste. Dès qu'on en voit, on enlève la partie. En effet, parce que les gens sont souvent un peu réticents. Je pense qu'il y a eu une sorte de traumatisme avec la baisse de la qualité de la laine en France à une époque. Et puis, on a tous cette image de pull qui gratte. Donc, voilà, on essaye de briser. C'est pas toujours facile de convaincre les gens, mais pour pouvoir le dire bien, on fait super attention. En attendant, à Ouessant, il n'y a pas de toison jarreuse. Et ça, c'est la première raison pour laquelle les toisons ne grattent pas. Après, le fait qu'elles soient légères, c'est vrai, c'est exceptionnellement léger à Ouessant. On ne sait pas trop pourquoi. Quand on a un gros sac de laine à un curon, c'est censé faire 110 kilos, et là, bien tassé, ça fait 80, donc c'est très très différent des autres toisons. C'est peut-être lié à la race et aussi au climat sur l'île, qui est quand même pas mal soumis aux embruns et au vent. Et pour survivre là-dessus, un mouton, il doit sécher à toute allure, autrement il va mourir d'un rhume. Comme si on va mettre un mouton mérinos sur Ouessant, il va pas survivre, il va moisir. Du coup, on a des pulls aussi dans lesquels on ne sent pas la transpiration. C'est hyper, elle a des particularités assez impressionnantes. Ouais. Le côté valorisation, quand tu disais le traitement, le lavage, comme on est sur une laine naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de traitement chimique corrosif, comme le superwash par exemple, qui elle va rester dans des acides et après elle est recouverte de silicone ça casse toutes les écailles de surface de la fibre. Et après le silicone permet que ça feutre pas dans la machine à laver. Et je trouve ça bizarre qu'on puisse encore dire 100% laine, puisqu'il y a du silicone. Et donc la laine naturelle, on lave la laine. Chez le laveur, ils ont des savons à laine. Voilà, c'est lavé avec du savon. Et il n'y a pas d'autre traitement que ça. C'est pour ça aussi que on n'enlève pas tous les brins de paille à la pince à épiler. Donc il en reste un petit peu parce que les traitements chimiques de superwash permettent d'éliminer tous les débris végétaux. Donc voilà, la preuve qu'on a une laine naturelle, c'est qu'il y a des débris dedans. À Ouessant, ils sont élevés en plein air intégral. Il n'y a pas de bergerie et puis ça joue sur la qualité, le fait qu'ils ne soient pas... il n'y a pas de contraste, ils sont tout le temps à l'extérieur et donc ils n'ont pas de contraste de chaleur entre la bergerie et la prairie, ce qui fait feutrer la laine. Quand on trie, on va trier les fibres les plus fines pour le fil et les fibres qui sont un peu plus grossières, donc qui paraîtraient un peu moins douces, si on peut dire douces du coup. Donc on les conserve parce qu'elles sont aussi très belles. Et là, du coup, on en fait des couvertures. On va les feutrer. C'est une autre qualité de ces laines d'Ouessant, c'est de pouvoir faire des couvertures très légères. Et ça, c'est un plaisir du coup parce que toutes les toisons peuvent être utilisées. Voilà. Et ça, ouais, ça c'est Elles sont quasiment toutes utilisées. On n'en jette pas, quoi, en fait.
Et donc, dernière question, quels sont vos projets pour le futur, donc chez Boucle Laine? On attend des nouvelles couleurs pour le Mérinos Angora, qui est de jolie gamme. Après le Roussin Alpaga, qui est notre 3e ligne, on en prépare une 4e avec des moutons Hampshire qui sont élevés dans le Morbihan. C'est assez chouette parce qu'on fait à peu près ce qu'on veut. On dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on faisait ça, ou cette couleur, ou on essaye d'être un peu pragmatique aussi, mais on a la liberté de faire ce qui nous passe un peu par la tête. Et peut-être en projet, donc on a croisé une éleveuse de chèvres, Angora, qui a du poil disponible, on va dire. Et donc, pourquoi pas une gamme Finistère, Mohair. On trie pour la 2e saison la laine de Ouessant et c'est avec. On sait ce que ça donnera, donc et que ce sera pas mal accueilli, donc c'est assez rassurant et c'est gratifiant aussi de voir le résultat final chez les tricoteuses. Et ça fait partie des projets d'avenir, c'est de voir encore d'autres pulls de tricoteuses pour voir le rapport entre les moutons qu'on voit à la bergerie ou quand on va se promener à Ouessant et de voir les photos sur les réseaux sociaux des tricoteuses. C'est vraiment le bonheur de l'artisan de voir le cycle entier comme ça. On essaye de faire partager aussi avec les clientes en mettant des photos de tri et de brebis pour partager notre bonheur. Et voilà, c'est ça nos projets d'avenir, c'est continuer de faire des jolis fils, créer et du bonheur, partager. Continuer de travailler avec les éleveurs parce que c'est aussi, eux ils sont encore plus en amont que nous, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre on leur apporte, on avait montré le fil de Roussin Alpaga aux éleveurs et c'est étrange, ils voient les poils de leurs animaux en pelote et ça leur avait fait plaisir de voir ce cycle fini aussi. Du coup, ça peut inciter les éleveurs à mieux trier leurs moutons ou sélectionner. Et les éleveurs de Roussin de la Hague, la race s'appelle Roussin de la Hague, donc nous ont dit que la qualité lainière des brebis vient d'être ajoutée aux critères de sélection de la race, par exemple. Donc, nous, notre projet, c'est à la limite de mieux rémunérer les éleveurs, si on peut. C'est vrai que je trouve que c'est important d'en parler, même aux tricoteuses, parce que nous, on est côté, on reçoit la laine toute faite et on la tricote, on la transforme, mais on connaît très peu finalement d'où elle vient, comment on la fabrique. Donc je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Ah ouais, c'est intéressant de savoir d'où ça vient et nous on savait pas non plus, on pense que la laine, je sais pas, ça tombe du ciel ou en tout cas on n'imagine pas tout le processus et c'est un processus agriculteur paysan où on part du mouton et moi j'aime beaucoup aller c'est hyper chouette d'aller sur les fêtes de la laine, de rencontrer dans des événements comme ça spécifiques. C'est génial, on voit des gens qui arrivent avec des pulls qu'on a vus sur Instagram ou alors on rencontre des clientes en vrai, qu'on avait des amis virtuels qu'on rencontre. En juillet, on avait fait une fête là dans la rue avec une dizaine d'artisans et copains du coin et je suis en train d'organiser la prochaine, ce sera peut-être en juin. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. So I hope that you enjoyed this episode of the Design Inspiration podcast. You can find the bucolic cardigan pattern over on Ravelry and you can find the beautiful yarn by Boucle Laine over on their website bouclelaine.fr. I'll put all the links down below for you. So thank you so much for watching and have a beautiful day.